La pièce de 2 € glissa en silence sur la nappe immaculée, fit un petit roulis, puis s'immobilisa, comme si l'argent lui-même avait décidé de regarder la scène. Autour, le cristal tinta, les serveurs se figèrent, le murmure chauffé au vin se mua en un souffle qui sentait la condescendance. Claire Rousseau resta immobile, la main serrée autour d'un plateau qu'elle n'aurait pas dû lâcher. Son visage prit la couleur de la cuisine, chaleur et fatigue, mais sans colère, encore. Sa bouche resta muette lorsque la pièce fut posée, lente, presque cérémonieuse, devant elle. C'était la table 7. 3 hommes impeccables, costumes coupés comme des promesses, ricanant avec la certitude de celui qui croit que l'argent achète toute forme de supériorité. L'un d'eux, Jérôme, glissa la pièce et, avec un sourire affûté, dit assez fort pour que la salle les entende, « Pour que vous sachiez combien vaut votre travail ici. » Un éclat de rire trop sec. Personne ne fut surpris. La salle, luxueuse et feutrée du Zénith, continuait sa chorégraphie. Nappes blanches, serveurs en noir, lumière tamisée comme si le luxe avait besoin de filtres pour paraître vrai. Claire sentit chaque regard glisser sur sa nuque, quelques jeunes commis baissant la tête, quelques clients détournant le regard. La honte se propageait plus vite que le vin. Elle n'avait pas de mots pour répondre. Sa mère attendait à la maison, la facture de l'opération dentaire étalée sur la table de la cuisine comme une condamnation. 5 000 € pour que Madame Rousseau, capricieuse molécule de chair et d'os, puisse sourire sans douleur. Il manquait 300 €. 300 €, une somme qui revenait, comme une lame, chaque fois que Claire posait un plateau. La voix qui trancha la salle ne vint pas des convives insultants, elle vint d'une table isolée, près du bar, d'un fauteuil en cuir où un homme observait sans se hâter. Monsieur de Valois se leva avec l'élégance discrète des puissants qui n'ont rien à prouver. Sa présence n'avait pas besoin d'être scandée. Le milliardaire propriétaire du Zénith s'approcha, ses chaussures froissant à peine le tapis, et posa une main sans ostentation sur le dossier d'une chaise. Son regard croisa celui de Claire. Elle le connaissait de réputation, homme d'affaires respecté, collectionneur de restaurants, voix mesurée dans les conseils d'administration. Mais ce soir, il n'était pas là en titre, il était là en témoin. Il parla d'une voix calme, mais que nul ne pouvait ignorer. « Messieurs, vous pouvez payer l'addition. » Aucun ton de leçon paternaliste, plutôt une sentence froide prononcée par quelqu'un habitué à couper des têtes comme on taille une vigne. Le serviteur qui remettait la note bredouilla, étonné, les 3 hommes maugrèrent. Jérôme fronça les sourcils, l'arrogance s'enflamma comme une braise. « Qui êtes-vous pour » commença-t-il. Valois aboya une phrase à la fois. « Je suis le propriétaire, et je ne tolère pas qu'on attaque la dignité de mon personnel. » Il fit un geste simple, presque mécanique, et la salle sentit un courant d'air passer. Jérôme rangea sa suffisance comme on cache une arme. Les 3 hommes regagnèrent leur posture, payeurs. Les murmures se calmèrent, le théâtre de la supériorité se tassa. Puis Valois se tourna vers Claire, s'arrêta à un pas d'elle et dit, sans sollicitude décorative, sans compassion salée, « Je vous ai vu, vous acceptez mal, c'est une faiblesse qu'on peut transformer. » Il sortit un petit carnet, un détail qui sembla immense, et fit une proposition qui allait redessiner la carte de sa vie. 4 jours pour prouver sa valeur. 4 jours pour prouver qu'elle était digne de mieux que la pièce de 2 €. S'il jugeait qu'elle réussissait, il couvrirait la somme nécessaire pour l'opération de sa mère et lui offrirait une promotion. S'il jugeait qu'elle échouait, elle pouvait perdre son poste. Le monde de Claire s'effondra et se construit en une seconde. Cette offre, disait-elle à elle-même sans l'ordonner, avait l'éclat d'un salut loin d'être gratuit. Valois n'était ni un sauveur ni un bienfaiteur inconscient. Il parlait comme un homme qui voyait le pouvoir comme un instrument. « Je protège ma maison », dit-il simplement, et cela était tout. La proposition de Valois traversa la salle comme un couperet. Certains trouvèrent la mesure juste, d'autres la virent comme une mise à l'épreuve cruelle. Pour Claire, c'était l'évidence troublante, une chance. Un marché, une lourde balise sur laquelle elle aurait à tenir sa dignité. Elle balaya d'un coup d'œil la table 7, Jérôme la regardait comme un ennemi marqué. La pièce de 2 €, elle pensa, brusait encore sur la nappe. Avant de prendre la décision, Claire pensa à sa mère. Madame Michel Rousseau, petite taille, grande voix, celle qui avait tricoté un manteau pour Claire lors de ses 10 ans quand l'hiver était venu trop tôt.
L'opération promettait la fin d'une douleur quotidienne, la possibilité d'un rire sain. Claire voyait la facture comme l'écho d'un futur où sa mère pourrait manger sans pleurer. 300 €, la différence entre la dignité et l'humiliation. Valois inscrivit une date et des règles, froidement méticuleuses. 4 jours, 4 épreuves. Il ne dit pas tout, parce que sa stratégie se construisait sur l'inattendu, mais il donna l'essentiel: performance, initiative, loyauté. Il expliqua qu'il avait observé le Zénith depuis longtemps, que l'établissement fonctionnait comme une machine de précision où tout rouage devait être protégé. Et il ajouta, presque en aparté, « Je ne protège pas par charité, je protège parce que la cupidité des nôtres devient toxique pour le métier. » Sa phrase fut un coup de tonnerre, un millionnaire qui parlait de cupidité des riches comme d'un cancer. Le titre du soir, dans la conscience de Claire, fut inscrit sans qu'elle le demande. Un millionnaire se lève contre la cupidité des riches. Elle accepta. Elle accepta parce que la peur pour sa mère pesait plus que l'humiliation. Elle accepta parce qu'un test, même humiliant, valait mieux que de regarder le temps avaler la somme nécessaire à l'opération. Elle accepta parce que quelque chose dans la voix de Valois promettait de tenir parole, et parfois, un homme riche est la seule main qui peut tenir la vôtre. Après cette annonce, la salle retrouva son rythme. Les couverts recommencèrent à chanter, les serveurs reprirent leur course. Mais Claire, elle, fut transportée comme par une marée. Dans la cuisine, l'odeur du fond brun, du beurre tiédi et du pain grillé devint presque trop forte. Elle lutta pour ne pas se laisser submerger par l'image de sa mère tenant la facture. Ce soir-là, elle rentra chez elle avec un mélange d'espoir et d'angoisse qui mordait plus fort encore que la fatigue. Elle garda la pièce de 2 € dans sa poche, mais elle ne savait pas si c'était une insulte à conserver ou un symbole qu'il fallait jeter. Si cette histoire vous touche et que vous voulez savoir comment Claire va répondre à l'épreuve, abonnez-vous pour suivre la suite. Jour 1. Identifier le critique. Le lendemain, la chaleur de la cuisine compensa le froid du siècle extérieur. Le personnel du Zénith travaille comme un orchestre bien accordé, mais les instruments étaient tendus. Claire arriva 1 heure avant son service. Le cuisinier, Jean-Luc, lança un regard qui mélangeait curiosité et réserve. Thierry, le commis fidèle, cligna des yeux comme un soldat prêt. Monsieur Dubois, le gérant du restaurant, paraissait plus nerveux que d'habitude. Il savait que Valois avait posé un regard, et que lorsque le patron observait, les murs entendaient mieux. Valois n'avait pas dévoilé la première épreuve. Il avait dit qu'elle impliquerait un critique, une voix qui pouvait plier l'avenir d'un restaurant en quelques lignes. Isabelle Moreau était un nom murmuré dans le milieu, une critique fine, souvent invisible, mais redoutée. Certains la considéraient comme la plus dangereuse. Elle ne publiait pas toujours, mais lorsqu'elle le faisait, ses mots coupaient. Claire comprit que sa première tâche serait d'identifier qui elle était, ce qu'elle cherchait, pourquoi elle cherchait. Pour un restaurant comme le Zénith, une étoile ou une critique pouvait avoir le poids d'une condamnation. Claire se mit à observer. Elle regarda ceux qui ne se présentaient pas comme des clients ordinaires. Une femme qui prenait des notes, une autre qui ne cessait pas d'observer la vaisselle, un homme qui insistait pour goûter chaque plat avec une précision presque scientifique. Elle sentit l'œil du personnel se poser sur ces silhouettes. Ils étaient une meute prête à protéger ou à se cacher. Les heures passèrent en service, Claire travailla en salle comme une funambule, gestes précis, recul nécessaire pour voir l'ensemble du ballet. Elle ajusta l'éclairage d'un passage, commanda un chardonnay plus frais pour une table qui réclamait légèreté, sut détourner une plainte par une phrase suave. Elle n'avait pas l'expérience d'un sommelier, mais elle connaissait la musique des salles, anticipation au lieu de réaction. À la fin du service, elle obtint la confirmation. C'était bien Isabelle Moreau. Elle s'était assise dans un coin, prenait des notes à la main et n'avait pas hésité à poser des questions pointues. Claire se rendit compte qu'Isabelle cherchait la vérité derrière la mise en scène. Pas seulement la qualité du mets, mais la sincérité du geste. C'était exactement le point que Valois voulait tester. La capacité d'un chef de salle à percevoir l'intention, à rassurer par la vérité plutôt que la poudre aux yeux. Le soir tomba et une notification arriva. Isabelle avait publié une première ligne, 5 étoiles. La nouvelle tomba dans la cuisine comme un pan de ciel dégagé. Les collègues crièrent, certains se félicitèrent, d'autres pleuraient presque de soulagement. Valois, qui observait de loin, eut un discret hochement de tête.
Claire sentit la victoire lui monter au creux du ventre comme une chaleur protectrice. Première épreuve réussie. Jour 2, le personnel tombe. L'enjeu du deuxième jour n'était pas la salle, mais les hommes et femmes qui la faisaient vivre. 2 sommeliers disparurent la veille au soir, prétexte, maladie soudaine, appels inattendus, tout cela semblait planifié. Jérôme avait des relais partout, et Claire comprit vite que ces défections n'étaient pas des coïncidences. Sans sommelier, le zénith perdait de ses nuances. Les vins ne trouveraient pas leur partenaire, les histoires entre le plat et le verre risquaient de se casser. C'est un trou que Claire décida de combler. Elle n'était pas sommelière, mais elle connaissait les histoires de chaque vin servi, les raisons pour lesquelles le chef choisissait telle acidité, telle texture. Elle réorganisa la brigade, improvisa des tutoriels rapides, assigna Thierry aux bouteilles rares et fit de Jean-Luc un allié pour expliquer les accords. Les clients ne remarquèrent rien, ils ne virent que la chorégraphie reprenant de plus belle. Mais derrière la scène, la suspicion grandissait. Qui avait fait partir les sommeliers ? Philippe, l'associé jeune et nerveux, glissa un mot, mal à l'aise. « Jérôme pressent quelque chose », murmura-t-il. Claire sentit comme une corde se tendre. Jérôme, d'un côté, agissait comme un correctif, affaiblir l'équipe pour la tester, pour la briser, ou pour prouver qu'il pouvait manipuler ceux qui le dérangeaient. À la fin de la nuit, un sous-entendu parcourut le personnel. Tout était à vendre, jusqu'à la loyauté. La tension monta plus encore lorsque la presse locale rapporta des rumeurs de turbulences internes. Les réseaux sociaux, comme une bête curieuse, goûtaient l'affaire. Claire fit face à clients qui, par ignorance, prenaient parti pour les riches et pour ceux qui les servaient. Conversation polie, certains cédant à l'ironie, d'autres murmurant solidarité. Elle apprit à se tenir droite quand la rumeur se faisait morsure. Le soir, alors qu'elle rangeait des verres et sentait l'odeur persistante du vin épicé, elle entendit la voix de Valois derrière elle. « Vous avez tenu la maison !» Il n'y avait pas d'éloge ostentatoire, seulement un constat sec. Elle savait qu'il observait non par indulgence, mais par résolution. Celui qui protège sait aussi mesurer le prix de chaque action. Claire sentit que ses gestes avaient changé. Elle agissait maintenant avec une autorité qui venait de l'intérieur. Elle ne jouait plus seulement de rôle de celle qui sert, elle devenait celle qui veille. Une nuit d'insomnie lui fit relire la facture encore et encore. Elle projetait des scénarios pour amasser les 300 € manquants, prête à tout, mais surtout prête à tenir sa dignité. Durant ces heures, une pensée revenait, lourde et morte. Et si Jérôme n'était pas seulement cupide, mais cruel ? Sa mère était dans cette balance. Et si la cupidité allait plus loin, jusqu'à utiliser la santé d'un proche comme un levier ? Claire secoua la tête comme pour écarter une rumeur. Elle avait fait preuve de courage jusqu'ici, elle devait tenir. Le 3e jour commença comme une clique de poudre. En cuisine, on parle moins qu'on ne cache ses regards. Thierry apporta au chef de salle une tablette qu'il avait trouvée ou bien qu'on lui avait glissée. Claire se pencha dessus et, en quelques minutes, sentit la pièce se resserrer. Une vidéo. Des extraits où Marc, l'avocat froid, et Jérôme discutaient d'une prise en charge à proposer à une femme âgée, la mère de Claire. Ils parlaient en termes cliniques et commerciaux, projetant une offre qui, si elle paraissait bénéficiaire, engendrerait une dette morale, dépendance, reconnaissance, obligation. Ce n'était pas une offre de soins, c'était un contrat invisible qui avait pour but de créer une dette psychologique. L'idée était simple et monstrueuse. Proposer un soutien médical en échange d'un contrôle. Il calculait le bruit médiatique, l'impact sur la réputation, comment monter un dossier qui ferait tomber la sympathie publique et, en échange, imposer une gratitude qui entraverait la liberté. La vidéo montrait des sourires froids, des calculs. La phrase de Marc « Si elle accepte, elle nous sera redevable » résonnait comme un marteau. Claire sentit le sol bouger. La colère monta, la peur se transforma en une brûlure plus aiguë. Sa mère n'était plus un patient, elle devenait un instrument de chantage, un outil pour briser la volonté de la fille qui avait osé tenir tête aux riches. La salle, la cuisine, le monde lui-même semblaient conspirer pour réduire sa dignité à une dette. Elle fut assaillie par la nécessité immédiate. Protéger sa mère, décrypter la manipulation, empêcher que cette prise ne se matérialise en un piège. Elle comprit que la question n'était plus seulement son emploi, ni même les 300 € manquants, mais la possibilité que des hommes puissants utilisent la santé comme une monnaie d'échange. Pour la première fois,
Claire manifesta une réponse qui n'était pas seulement défensive. Elle commença à enquêter, à demander des sources, à collectionner des regards, à sonder la loyauté de Philippe, à jauger le silence de Marc. Elle sentit un poids nouveau. Elle n'était plus seulement une serveuse, elle était désormais un point de résistance. Et la résistance ne s'exerçait pas dans le feu de l'impulsivité, elle se construisait sur la précision, l'observation, l'économie des gestes. Valois, en observateur calculateur, apparut encore plus rare ces jours-là, comme s'il attendait l'instant où la vérité apparaîtrait. Lors d'un bref tête-à-tête dans son bureau au mur de cuir, il glissa le concept de protocole C sans en révéler le contenu. Il expliqua que son entreprise avait des procédures pour protéger ses employés contre des formes de cupidité interne. Il n'en dit pas plus, il n'en dirait jamais les détails, mais il affirmait que, lorsqu'il jugeait la nécessité, il activait des protections juridiques et médiatiques qui rendaient la manipulation des riches contre leurs pairs non seulement moralement intolérable, mais socialement coûteuse. « Je ne fais pas cela par philanthropie, dit-il d'un ton sec. Je le fais parce que la stabilité de ce métier dépend de la dignité de ses gardiens. Et parfois, un milliardaire peut être le rempart le plus efficace contre la cupidité des autres millionnaires. » Claire entendit la phrase comme un défi et comme une promesse. Elle commença à comprendre la logique du plan. L'argent de Valois n'était pas une baguette magique qui effacerait les problèmes, mais un levier pour exposer la corruption morale. Sa stratégie était de rendre visible l'invisible, faire payer la cupidité au prix de son exposition publique. Lorsque Claire repensa à la vidéo et à la possibilité que les soins de sa mère deviennent un contrat, elle sentit la rage s'adoucir en une fermeté nouvelle. Elle décida de ne pas céder. Mais la décision n'effaçait pas le vertige moral. Jouer selon les règles de Valois impliquait prendre des risques calculés, mentir parfois pour protéger un plus grand bien, manipuler la vérité pour la rendre claire. Elle se trouvait au bord d'un miroir. Comment protéger sa mère sans devenir elle-même une manipulatrice? La troisième journée bascula dans la nuit, et les alliances se précisaient. Philippe, pour la première fois, s'ouvrit. Il confessa son malaise face aux méthodes de Jérôme. « Il va trop loin, dit-il, presque en pleurant. » Sa voix trahit la peur de perdre sa position, mais aussi l'obligation morale qui s'installait. Claire comprit qu'elle n'était pas seule. La cuisine et la salle étaient pleines de petites loyautés prêtes à s'agripper. La semaine avançait et l'horloge du test de 4 jours grignotait ses minutes. Les épreuves s'accumulaient comme les assiettes sales à la fin d'un service, une montagne qu'il fallait déblayer sans se couper. Claire avait appris à contrôler sa respiration, à transformer la honte en stratégie, à utiliser sa colère comme un instrument. Elle avait gagné la première épreuve, elle avait surmonté la crise de personnel, elle venait de découvrir un chantage qui touchait son cœur le plus fragile. Elle entra dans la 4e journée avec une colère contenue et une résolution polie. Elle savait que la dernière épreuve, on la lui avait dit, serait la plus directe. On lui parla d'un dîner décisif, d'un piège où on lui demanderait de trahir. Elle n'avait pas encore conscience de la forme que cela prendrait, mais la peur centrale était claire. Jérôme ne reculerait devant rien. La 4e journée promettait d'être un théâtre. La rumeur courait que Jérôme préparait une dernière attaque qui viserait non seulement la réputation du Zénith, mais la dignité même de ceux qui y travaillaient. Les réseaux bruisaient, les regards se faisaient plus courts, les silences plus lourds. Claire dormait peu, mangeait moins, mais son esprit était limpide. Sa transformation intérieure avançait, de soumission à résistance, de résistance à affirmation. Elle n'était plus la fille qui subissait, elle se rapprochait de la femme prête à réclamer justice. La 4e journée n'avait pas encore livré ses cartes. Mais, tandis que le soleil se levait sur Paris, une chose était déjà claire. Valois s'était levé non pas pour éradiquer la richesse, mais pour appeler à une règle d'or. Un millionnaire se levait contre la cupidité de certains de ses pairs, et Claire serait l'outil, volontaire ou contraint, de cette mise à l'épreuve. Et dans la poche de son tablier, la pièce de 2 € tintait parfois, rappelant la ligne entre humiliation et pouvoir. Elle la regarda une dernière fois, pensa au visage de sa mère et se fit la promesse silencieuse que la dignité, cette nuit-là, ne tomberait pas. Le 4e jour s'annonçait comme une bête aux aguets, lourde, silencieuse, près d'assauter. Claire se leva avant l'aube. Le soleil n'était encore qu'une promesse froide au-dessus de Paris.
Dans sa cuisine, l'air était épais d'odeurs de café brûlé et d'un reste de sommeil qui refusait de partir. Elle passa la pièce de 2 euros dans sa paume, sentit le relief de la tête passée, la tranche usée. Elle ne la jeta pas. La conserver serait risquer de garder la blessure. La brûler était une revanche. Elle hésita et pour la première fois depuis le début du test, choisit de ne pas décider tout de suite. À 7h30, le zénith palpitait déjà. Les fourneaux chauffaient comme un cœur. Jean-Luc préparait des sauces avec la concentration d'un homme qui sait qu'un geste trop brusque ruine des heures de travail. Thierry balayait, réajustait, corrigeait. Philippe vint frapper doucement à la porte arrière. Ses yeux trahissaient la fatigue d'un homme qui avait mal dormi parce qu'il savait trop ou trop peu. Il avait promis de parler. Il tint parole. Ils se regroupèrent dans la petite salle de réunion, une pièce tapissée de cuir sombre où l'on sentait encore l'odeur du cigare que Valois allumait parfois lors de ses rencontres privées. Les rideaux filtraient une lumière grise. Valois n'était pas là tout de suite. Il semblait attendre que la scène se comporte comme il l'avait prévu. Quand il entra lentement, sans démonstration. Il n'avait pas besoin de lever la voix pour commander l'attention. Aujourd'hui, vous allez être testé sur la chose la plus dangereuse, l'intégrité sous la contrainte. Sa voix était sèche, presque mécanique. On vous demandera de trahir, on vous proposera d'échanger la vérité contre un gain immédiat. Vous saurez comment le reconnaître. Claire sentit son estomac se contracter. Elle avait deviné cela depuis la veille. Jérôme n'hésitait devant rien, il n'avait plus de pudeur à employer la santé comme levier. Valois poursuivit. Je ne joue pas à cache-cache avec vous. Le protocole C est prêt à s'activer. Mais vous devez montrer que vous êtes capable de décider pour autre chose que votre peur. Pour votre mère, oui. Mais votre devoir ici, c'est aussi de défendre la dignité collective. Il ouvrit une petite mallette noire et déposa dessus une enveloppe scellée sans plus d'explication. Philippe s'avança et remit à Claire, les mains qui tremblaient légèrement, une clé USB scotchée dans un papier. Je ne peux pas garder ça plus longtemps, murmura-t-il. Ses yeux évitaient les siens. Jérôme enregistre ses entretiens avec Marc. Des appels, des réunions, il s'en vante. Je ne veux pas devenir complice. Claire prit l'USB. Elle n'avait pas besoin de l'insérer pour comprendre la valeur de ce qu'on lui offrait. La preuve d'une intention, le fil d'Ariane pour sortir du labyrinthe. Elle pensa à sa mère, aux nuits où la douleur la réveillait, aux rires interrompus. Elle pensa à la pièce sur la nappe. Elle respira. Dans le bureau, le silence pesait comme un verdict. « Vous pouvez partir avec ça, dit Valois d'un ton neutre. Ou vous pouvez garder silence et laisser le jeu suivre son cours. Je veux savoir si vous choisissez la facilité ou la vérité. » La vérité n'était jamais un chemin court. Claire pensa à Philippe, à sa voix qui tremblait comme une branche sous la tempête. Elle songea au regard des autres, Thierry, qui l'aimait comme on aime un frère, Jean-Luc, dont la cuisine agissait comme un sanctuaire, Dubois, qui n'osait plus regarder les clients richement arrogants. Elle pensa à sa mère, et sentit la colère se métamorphoser en une énergie tranchante. « Je parle !» Sa voix était plus basse qu'elle ne l'aurait voulu, mais nette. « Je dis ce que je sais. » Mais je refuse de troquer la dignité de ma mère contre une promesse creuse. Valois acquiesça. Parfait. Ils préparèrent la soirée en silence calculé. Le plan n'était pas une stratégie de sabotage aveugle. C'était une pièce à plusieurs actes. Mettre la preuve au bon endroit, devant les bonnes personnes, au bon moment. Le zénith engendra ses propres rituels. Valois allait utiliser les siens. Il fit venir Isabelle Moreau, non comme critique, mais comme témoin qualifié de la manipulation. Duval, l'investisseur extérieur, accepta de venir sous couvert d'un dîner d'affaires. Des journalistes sélectionnés furent invités, mais sous le sceau du secret, pour qu'il soit impossible de discréditer la suite par des accusations de montage. La scène devait être limpide. La journée passa en préparatifs nerveux. Dans la cuisine, les gestes étaient précis, mais empreints d'une tension nouvelle. Jean-Luc regardait Claire comme si elle avait pris la place du chef, pas pour dicter, mais pour protéger. Thierry, le bras droit, répétait un sourire rassurant avec la régularité d'un métronome. Philippe était là, tour à tour courageux et tremblant, chargé de livrer la pièce maîtresse. Une copie des enregistrements envoyée anonymement à un journaliste ami de Duval. À 19h30, les premiers invités prirent place. La salle brillait d'un luxe calme. Les nappes blanches, les verres de cristal, la lueur d'un chandelier créaient un halo qui masquait la nervosité des coulisses.
Jérôme arriva avec son sourire affûté, Marc, élégant, suivit. Ils étaient sûrs d'eux, encadrés par une arrogance qui avait l'air d'un uniforme. Ils ne remarquèrent pas, ou firent semblant de ne pas remarquer, la manière dont des têtes se tournaient vers eux. Claire passa la soirée comme on traverse un champ miné, silencieuse, vigilante, prête à réagir. On l'appela au moment crucial. Un serveur fit tourner un plateau près de la câble centrale. Un plat arriva, l'un de ceux qui, selon Jean-Luc, racontait une histoire de terroir et d'effort. Jérôme, selon l'habitude méprisante, lança une remarque sur la présentation. C'était le moment qu'il avait choisi pour attaquer. Un gastronome arrogant, un propriétaire d'un fonds qui avait à cœur de mettre les choses au clair. Il se leva brusquement, marqua le silence et déclara d'une voix calculée. On ne peut pas tolérer que l'on s'offre des illusions pendant que le vrai marché crache des réalités. Ce repas, aussi joli soit-il, est une machine à illusions. Qui nous garantit que les saveurs sont sincères ? Son ton cherchait l'écho, la mise en scène. Il voulait faire basculer la salle vers le doute. On attendait que Claire cède. On s'attendait qu'elle, affaiblie par la nécessité, accepte de discréditer la cuisine pour sauver sa mère. On attendait qu'elle soit brisée. Mais Claire avait choisi de se servir de la preuve, non pour manipuler par la calomnie, mais pour rendre visible la manipulation. Elle prit la parole, calmement. « Messieurs, vous parlez de vérité. La vérité exige d'être entendue, pas manipulée. Il y a des choses qui ne se mangent pas, les promesses déguisées en aide, les soins qui se transforment en dette. » Jérôme ricana. « C'est de l'émotion, ça. L'émotion n'est pas une preuve. » À ce moment, Valois fit un signe imperceptible. Les lumières dans la salle vacillèrent un instant, puis l'une des petites dalles autour du plafond projeta une image dans un coin, le diffuseur discret marchant comme un chuchotement électronique. Ce ne fut pas un grand écran, ce fut un halo, suffisant pour que certains tournent la tête et voient. On vit s'afficher, en lettres nettes, un extrait d'un enregistrement où Jérôme et Marc parlent sans pudeur de la prise en charge de la mère de Claire comme d'un moyen de la mettre en dette. La voix de Marc, lisse, prononça « Elle sera reconnaissante, elle nous devra tout ». La phrase ricana sur la projection comme un venin rendu visible. Un murmure parcourut la salle. Jérôme devint rouge de colère et, pour la première fois, perdit son imperméabilité. Il se leva, tenta d'expliquer, ses mots se perdirent dans l'écho de sa propre voix. Philippe, pris au bord des larmes, sortit un dossier et, d'une main tremblante, tendit au journaliste assis en face une clé USB. « J'avais ces enregistrements. J'ai eu peur. J'ai choisi de... Je ne voulais pas devenir complice. » L'effet fut immédiat. Isabelle Moreau se leva et dit d'une voix froide. « Si ce que nous voyons est vrai, il ne s'agit plus d'un débat gustatif, mais d'une affaire éthique. » Duval se leva à son tour. Sa présence, jusque-là neutre, se mua en témoignage. Il déclara, en regardant Jérôme, « J'ai signé des chèques qui soutiennent des projets. Je ne soutiens pas l'exploitation. S'il y a manœuvre pour instrumentaliser des vies, je retire mon appui. » Jérôme tenta de riposter avec l'arrogance de toujours. Il accusa Philippe d'avoir monté un coup, rejeta les extraits. Marc se hérissa. Mais la mécanique fonda. Des messages anonymes, préparés par les équipes de Valois, avaient déjà commencé à circuler. Copies anonymes des conversations, extraits d'emails, noms d'autres personnes amenées à témoigner. L'effet domino se déclencha. Quelques téléphones s'allumèrent, des enregistrements supplémentaires furent projetés. Jérôme sentit le public se retourner contre lui. La salle, autrefois prête à rire de la serveuse, voyait désormais l'homme qui avait transformé un besoin en levier. Il hurla, puis chercha la sortie. Mais le Zénith était un petit empire de vers et de règles. Valois réagit avec la précision d'un chirurgien. Des huissiers, déjà informés, lui remirent des papiers. Suspension des participations dans le Zénith, interdiction d'accès au lieu et une plainte déposée pour tentative de manipulation et chantage moral. Les mesures n'étaient pas des actes de vengeance privée, elles étaient des conséquences institutionnelles exécutées par des mains qui savaient comment frapper là où ça faisait le plus mal, la réputation, les contrats, l'accès au réseau. Marc blêmit, Philippe pleurait, Jérôme fulminait, mais son empire de statut commençait à se fissurer. Au milieu du chaos, Claire sentit quelque chose se rompre et se recomposer. Elle avait choisi la transparence, elle avait rendu public ce que l'on voulait garder caché. Elle n'avait pas sabordé le dîner pour nuire, elle avait déclenché une vérité qui avait le goût salé de la justice.
Elle pensait à sa mère et se dit que la douleur qui l'avait poussée à accepter le test n'était plus un cadenas, mais une force. La police arriva plus tard dans la soirée, non pas comme des bourreaux, mais comme des constats. Ils prirent des déclarations, emportèrent des copies, scannèrent des fichiers. Les journalistes, appelés en chaîne, n'avaient qu'à confronter les extraits. L'effet médiatique se construisit en dehors de toute mise en scène télévisuelle. La vérité, une fois dévoilée, portait sa propre lumière. Quand la nuit tomba, Jérôme et Marc furent éloignés, leurs badges désactivés, leurs noms retirés de la liste des investisseurs du Zénith. Philippe, fragilisé mais libéré, fit une apparition devant la presse. Il confessa sa peur, son erreur, son choix de se retirer de l'affaire. Le signal envoyé était clair. La cupidité n'était plus un instrument à l'abri, elle avait un coût immédiat et social. Le Zénith avait survécu au test. Les jours suivants furent un mélange d'épuisement et d'une étrange paix. Claire accompagna sa mère à l'hôpital. La facture fut réglée, non pas par un don spectaculaire, mais par la promesse pratique de Valois tenue sans fanfare. Il le fit de façon à rendre l'acte moins spectaculaire et plus institutionnel. Une garantie bancaire, une prise en charge organisée, pas une offrande humiliante qui imposerait une reconnaissance pesante. Valois organisa le paiement en conformité avec des règles médicales et juridiques, veillant à ce que la mère de Claire ne soit pas piégée dans une dette morale. Madame Rousseau reçut son traitement. Sa bouche guérit peu à peu, les premiers repas sans douleur devinrent des fêtes minuscules. Claire la regardait rire avec une liberté retrouvée. La facture payée n'effaçait pas le poids d'avoir été mise en balance par des hommes cupides, mais la dignité se reposait désormais sur autre chose, un tissu social qui pouvait, parfois, se protéger. Claire dut affronter ses propres actes. Lors de la conférence interne organisée par Valois pour tirer les leçons, elle confessa avoir, à un moment, envisagé mentir pour protéger sa mère. Elle admit qu'elle avait, dans un élan de colère, orchestré une petite mise en scène pour vérifier la réaction de certains clients, une manipulation mineure, sans conséquences directes sur la santé ou la sécurité. Elle avoua aussi avoir caché un détail dans une déclaration initiale, par peur. Sa confession fut courte, simple. Elle savait que l'aveu n'était pas une victoire automatique, il costait. Valois écouta, la regarda. « L'honnêteté n'est pas une simple répétition d'un dogme, dit-il après un long silence. Il s'agit de risquer quelque chose pour la maintenir. Vous avez risqué. Vous avez menti par peur, mais vous avez aussi choisi la vérité quand il le fallait. Il y a un prix à payer pour chaque mensonge et un prix aussi, souvent plus lourd, pour la vérité. » Il lui proposa sa promotion moins comme une récompense que comme une responsabilité. « Je vous confie désormais la mission de veiller à la dignité de cette maison. » Il ne s'agissait pas simplement d'un titre, c'était un rôle de garant, une charge de surveillance et d'intervention. Claire accepta. Elle savait que cela ne fermerait pas la blessure, mais que cela lui donnait les moyens d'être au service d'autres qui auraient, un jour, besoin de la même main. Les conséquences pour Jérôme furent sévères mais proportionnelles. Radiation de plusieurs réseaux d'investissement, une enquête officielle sur ses pratiques, la suspension de ses participations. Marc fut rappelé par ses pairs, confronté à des enquêtes disciplinaires. Philippe perdit des liens mais gagna le respect pour avoir parlé. La réputation de ceux qui avaient essayé de monnayer la souffrance se fissura. Le monde des dîners et des contrats se rappela que l'opinion publique peut être une force régulatrice quand elle se prête à la justice. Personne n'avait été lynché physiquement, la sanction fut sociale, professionnelle et juridique. Cela était voulu, montrer qu'il existe des moyens institutionnels et moraux de punir la cupidité sans basculer dans la violence. Le Zénith, après la tempête, retrouva une cadence. Les semaines passèrent, les habitués revinrent, certains avec prudence, d'autres comme si la maison avait trouvé une nouvelle vertu. Claire, dans son nouveau rôle, s'assit souvent au bureau de Valois pour parler stratégie, non pour le flatter mais pour apprendre. Il la prit parfois à part et lui expliqua, sans jamais dévoiler toutes ses cartes, la logique du protocole C. Des procédures juridiques, des réseaux médiatiques, des alliés influents. C'était un jeu d'échecs joué avec des pièces réelles, juridiques, sociales, symboliques. On exposait la cupidité pour la neutraliser. On utilisait le pouvoir non pas pour payer et faire taire, mais pour rendre visible l'invisible. Une après-midi, alors que la terrasse du Zénith s'emplissait d'un soleil doux, Claire prit la pièce de 2 €. Elle la tint entre ses doigts et se souvint de la sensation du rouleau sur la nappe.
du regard de Jérôme, de l'humiliation qui avait brisé sa colonne vertébrale pendant un instant. Elle se souvint aussi du regard de Valois, pas paternaliste, mais implacablement calculateur, comme un homme qui sait que les gestes comptent plus que les paroles. Elle sortit sur le petit balcon de service, au-dessus d'une ruelle où passait un livreur à vélo. Les passants formaient une scène ordinaire, des vies qui continuent. Elle ferma les yeux, sentit le vent qui venait du fleuve et, sans bruit, laissa tomber la pièce dans le caniveau. Elle n'en fit pas un symbole bravache, elle ne la mit pas en scène. Elle la laissa partir parce que la pièce ne représentait plus sa valeur. Elle était devenue un témoin d'un moment. L'argent avait perdu son pouvoir de contenir l'humiliation. Les mois qui suivirent sculptèrent Claire à une autre échelle. Elle prit la parole devant les équipes, imposa une charte de respect pour le personnel, fit appliquer des règles claires pour les interactions avec des investisseurs. Elle instaura un canal de signalement confidentiel pour les pressions externes, non pas pour pointer du doigt, mais pour construire un filet de sécurité. Certains la regardèrent avec méfiance, d'autres la suivirent rapidement. Elle trouva dans son rôle non une revanche sur Jérôme, mais une manière d'empêcher que d'autres ne subissent la même chose. Valois resta une présence ambivalente. Il intervenait quand il le jugeait nécessaire, avec la froideur d'un homme qui a fait la guerre des marchés et qui sait que chaque victoire coûte. Mais il changea aussi. Il parla plus souvent de responsabilité dans ses conseils, ajouta une clause dans les contrats de l'établissement pour protéger les employés de pressions externes, et accepta de rendre public, à travers des conférences, la logique du protocole C. Pas les détails opérationnels, mais la philosophie. La richesse a pour horizon la responsabilité. Un soir, Claire reçut un message. C'était la photographie d'un café, la tasse fumante et un texte court. « Vous avez rendu quelque chose de fragile, humain et droit. Merci. » C'était de sa mère, avec un timbre ironique qui la faisait sourire. Lénifiante, la phrase n'effaçait pas les cicatrices. Mais elle montrait que la victoire la plus essentielle n'était pas financière, c'était la dignité restaurée d'un repas partagé sans douleur, d'un rire non retenu. Le Zénith devint, sans fanfare ni publicité mensongère, un exemple. On venait non seulement pour la cuisine, mais pour savoir comment un établissement pouvait se tenir contre la cupidité de certains. D'autres maisons adoptèrent des procédures similaires, non pas parce qu'un milliardaire l'ordonnait, mais parce que la société civile apprit à exiger des garants d'éthique. La pièce de 2 €, autrefois plante invasive de honte, devint un souvenir. Claire ne la gardait pas comme un trophée. Elle l'a jetée, l'avait libérée d'un fardeau. Mais parfois, quand elle faisait des audits nocturnes dans une salle à l'odeur de cire et de bois chaud, elle repensait à ce moment précis où un homme riche avait choisi de se lever contre la cupidité de ses pairs. Elle mesurait la fragilité de cette posture. Il ne suffit pas d'avoir de l'argent pour faire le bien, il faut aussi la volonté de le faire avec des règles et des limites. La leçon finale resta amère et claire. La richesse peut être une force de protection quand elle n'est pas confondue avec l'arrogance. Valois n'était pas devenu un saint. Il était resté un stratège qui utilisait ses outils pour défendre une valeur qu'il jugeait essentielle à la pérennité de son métier, la dignité des gestes. Claire avait appris que la dignité ne se revendique pas seulement par la colère, mais aussi par la capacité à construire des filets, à prendre des risques pour des principes, à confesser ses fragilités et à transformer la peur en responsabilité. Lors d'un petit discours improvisé, quelques mois plus tard, elle prit la parole devant son équipe. « Nous ne sommes pas des marionnettes, dit-elle. Nous sommes des artisans d'un monde où servir ne signifie pas être servi par l'humiliation. » Les applaudissements furent mesurés. Elle ne chercha pas l'ovation, elle cherchait la cohérence. Elle regarda Valois. Il lui fit un petit signe, discret, qui disait moins « Je suis fier » que « Vous méritez cela ». La ville continua de tourner. Jérôme lentement sombra dans des procès, des foyers d'affaires fermés. Certains l'oublieraient, d'autres garderaient son nom comme un avertissement. Philippe trouva, plus tard, une voie plus humble, loin des cercles toxiques. Marc dut répondre de ses actes devant ses pairs, perdre des clients, se réinventer ou disparaître. La transformation de Claire n'était pas une fin dramatique. C'était une courbe longue, faite d'acceptation, d'erreurs et d'une endurance nouvelle. Elle était encore celle qui préparait les tables, donnait des instructions, corrigeait le service à la volée, mais désormais elle le faisait avec la puissance d'une femme qui a appris à tenir sa place et à la défendre. Un soir de printemps, alors que la terrasse du Zénith était pleine d'un murmure heureux, Claire regarda la ville s'étendre. Au loin, la Seine brillait comme un fil de lumière.
Elle prit une profonde inspiration, sentit le monde comme un objet à la fois fragile et réparé. La pièce de 2 euros n'était plus dans sa poche. Elle n'en fit pas un triomphe dramatique. Elle avait choisi autre chose, la constance, la vigilance, la responsabilité. Si cette histoire a résonné en vous, partagez-la avec quelqu'un qui croit encore que la dignité peut être achetée. Et dites-moi, à votre place, qu'auriez-vous fait ?